Alors, bienvenue tout le monde. Je voulais vraiment prendre le temps. J'apprécie vraiment d'avoir tous vos beaux visages à l'écran et le plus de participants on a, je pense que le mieux on va pouvoir réfléchir ensemble. Donc, je vous ai convié à ce midi rencontre pour parler des cliniques interfacultaires. On a préparé un PowerPoint, là, mais avant de rentrer dans le PowerPoint, c'est important pour moi de vous dire où est-ce qu'on en est, puis c'est quoi la visée, puis ainsi de suite. Donc, comme vous le savez, en fait, il y a la grande campagne de financement là, de la Fondation de l'Université de Sherbrooke qui a été essentiellement lancée là, au cours, silencieusement qu'on dit, au cours de la dernière année et puis lancé plus officiellement le 5 mai dernier. Puis dans le contexte de cette campagne majeure de financement, le recteur a demandé aux doyens-doyennes d'élaborer certains projets qui pourraient être porteurs pour les activités dans nos facultés et dans l'institution au grand complet. Et donc, c'est dans ce contexte-là, l'année passée, où on a Annick Lessard, qui est doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines. Annick et moi, on a réfléchi ensemble à un projet commun parce qu'en fait aussi le recteur nous demandait de voir mais quelles sont les zones d'intersection. On veut que ça soit des projets qui soient, tu sais, là, qui rallient souvent deux facultés ou trois et puis qui sont d'une ampleur assez importante. Pour vous dire, on a quatre grands coprésidents d'honneur de cette campagne-là, dont Monique Leroux, Julie Godin, Karine Bouchard et M. Cassard. Donc, ces quatre coprésidents d'honneur-là vont eux-mêmes contribuer là, plusieurs dollars à cette campagne-là pour les projets qu'ils vont choisir. Puis ensuite de ça, on se tourne aussi vers d'autres bailleurs de fonds, dont par exemple la Banque TD, qui a déjà annoncé un investissement de 750 000 pour le projet spécifique des cliniques interfacultaires. Donc, nous, ce qu'on avait comme devoir à faire comme doyen-doyenne, c'était vraiment de commencer à réfléchir à un projet pour qu'on puisse présenter aux bailleurs de fonds pour avoir les sommes initiales, si on peut dire, pour pouvoir après ça vraiment créer le projet avec toutes les parties présentes dans nos facultés. Fait que bien que vous pourrez peut-être penser que tout est déjà fait, puis, puis qu'on est rendu très loin dans l'élaboration de ce projet-là, ce n'est pas le cas. C'est comme si on a dressé certains possibles avec là, les personnes, notamment en philanthropie, Annick et moi. Puis après ça, on a eu certaines conversations avec certains directeurs, directrices de département. Et j'ai aussi, moi, sollicité l'aide spécifique de la professeure Amélie Richard au département d'études au préscolaire et au primaire parce qu'elle a comme expertise la collaboration interprofessionnelle qui se trouve à être un des objectifs qu'on vise à développer avec la clinique interfacultaire. Donc, pour moi, c'est important de vous dire en premier que, bon, on a dressé certaines grandes lignes. Amélie nous propose un cadre théorique dans lequel peut s'inscrire l'élaboration de ce projet-là. Mais pour moi, tu sais, là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que pour moi, on est encore dans un projet où je veux que se déploie l'interrelation recherche, formation, pratique. Donc, la première chose, pour moi, c'est vraiment important de toujours enrichir l'expérience de formation de nos personnes étudiantes. Donc, ça, c'est le point de départ. Toutefois, la recherche doit soutenir la documentation de ce projet-là tout au long. Puis, on doit pouvoir arriver à identifier notamment un préposte avec les enfants, les adolescents qui vont participer à ces activités-là pour démontrer dans les faits qu'est-ce qui permet à ces jeunes-là de progresser pour ensuite, vous me voyez venir, pouvoir réinvestir les bonnes pratiques dans la formation et toujours ainsi améliorer l'expérience de formation de nos personnes étudiantes.
Il va sans dire évidemment que ces cliniques interfacultaires-là sont au service de la population. Donc, le volet dans les tâches professorales qui est la contribution à la collectivité, ben, cet élément-là de redonner à notre collectivité, à notre communauté locale est quand même fait aussi partie des cartons. Puis vous comprenez, la philanthropie, c'est l'amour de l'homme, l'amour de l'être humain, c'est ça la définition. Donc, les gens vont donner pour qu'on puisse donner au prochain dans un certain sens. Fait que je vous mets juste dans le comment moi j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là, puis quelles sont mes grandes intentions derrière ça. L'autre élément que vous devez savoir, c'est qu'on parle des cliniques interfacultaires. Donc, en tout cas, si tous mes désirs se réalisent, je vais dire ça comme ça, dans la perspective où tout se développerait au mieux, l'intention qu'on a, c'est d'avoir 3 cliniques, c'est-à-dire une ici localement à Sherbrooke, une à Longueuil, au campus Longueuil, et une autre à Granby. Donc, on a déjà ici certaines infrastructures, notamment la clinique Pierre H. Ruel sur la rue Gaulle. Il y a aussi une clinique en orientation, il y a une clinique en psychoéducation ici localement. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, je vais dire, élargir ou faire autrement ou inclure d'autres portions pour rallier puis pour faire en sorte qu'on offre à l'élève et à la famille une offre plus large. Donc, Granby, fait qu'on a aussi déjà la clinique en psychologie au campus Longueuil. Donc, ça serait aussi dans cette perspective-là d'élargir, d'avoir une infrastructure plus grande pour pouvoir voir comment on peut faire ensemble mieux. Puis Granby, bien Granby, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, avec la commission Lorraine, puis toutes sortes d'événements qui sont arrivés à Granby. En fait, on a très bien documenté là, dans les documents qu'on a présentés à nos grands donateurs le fait que le bassin à Granby est un bassin avec de très grands besoins sur le plan de l'aide qu'on pourrait apporter aux enfants et aux adolescents. Il y a une très longue liste d'attente pour les services sociaux que pourraient obtenir ces enfants-là. Il y a aussi de très grands besoins en santé, là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, les acteurs de Granby nous ont sollicité directement, Annick et moi, là, pour dire, on a eu des rencontres avec les gens de C3S, la DPJ, bon, différents intervenants, même aussi du centre de services scolaires, la mairesse. Il y a vraiment beaucoup d'activités à Granby où les acteurs veulent voir un logo de l'Université de Sherbrooke à quelque part sur leurs édifices. Pour vous dire l'ampleur de la chose, là, les gens disaient du C3S disaient également, on a un hôpital où on a des lits qui ne sont pas occupés, on ne pourrait pas les utiliser pour loger des stagiaires. Fait que vous voyez comment on est eux autres, là, ils sont vraiment en mode comment est-ce qu'on peut faire pour vous avoir comme partenaire pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ceci étant dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Donc, les cliniques, tu sais, là, moi, dans ma vision des choses, c'est que je me dis, un enfant arrive. Donc, il arrive de où? Il arrive peut-être référé par un CPE, peut-être référé par le système scolaire, peut-être référé par un CLSC, peut-être référé par différentes personnes, ou peut-être qu'il a déjà entendu qu'on a des services, on a des cliniques et les personnes arrivent à la clinique. Moi, dans le meilleur des mondes, dans ma vision des choses, puis c'est là qu'après, on va en discuter, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, dans ma vision des choses, c'est si je prends, par exemple, physiquement, la clinique Pierre H. Ruel, en ce moment, une entrée où les élèves arrivent. Et puis là, ils sont pris en charge, notamment sur le plan de leurs apprentissages pour les aider à mieux réussir. Donc, en adaptation scolaire, il y a déjà une offre en ce moment.
Moi, je m'imagine, mais derrière, tu sais, là, si on veut élaborer dans une autre portion de Pierre à cheval, il y a une autre, physiquement, il y a une autre porte. Moi, dans ma tête, je voyais peut-être une porte pour les parents. Fait que donc, les enfants, eux, ont certains besoins, mais les parents, eux aussi, pourraient bénéficier de certaines, je vais dire, interventions ou informations ou ateliers, notamment, par exemple, pour aider l'enfant à entrer dans l'écrit, donc avec la lecture. Ça peut, en tout cas, il y a toutes sortes de possibilités, là, puis vous en voyez probablement beaucoup plus que je pourrais en énumérer aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, l'enfant arrive, puis là, on voit souvent que l'enfant, oui, là, a certains besoins, puis notamment, par exemple, sur le plan de l'apprentissage, c'est une chose. Mais après ça, quand on se met à investiguer, bien, on voit sur le plan de la famille, il y a peut-être d'autres éléments, peut-être que la fratrie aussi a certains enjeux, puis ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut voir, c'est avoir, je vais dire ça comme ça, mais un poste d'accueil où là, à ce moment-là, on a ensemble élaboré certains, je vais dire, devis d'accueil. Donc, où on pourrait vraiment identifier, bien, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là, quels sont les besoins, puis après ça, de voir, mais quels sont les besoins, moi j'appelle ça les besoins purs. Là. Tu sais, là, si, par exemple, l'enfant a des besoins sur le plan de l'apprentissage, puis que Adaptation scolaire a un programme qui répond directement à ça. Donc là, l'enfant s'en va dans la voie pure, puis continue en adaptation scolaire, puis ça, c'est parfait. Mais si l'enfant arrive qu'on voit des situations complexes où le besoin n'est pas seulement, par exemple, en adaptation scolaire, mais qu'il y a des enjeux sur le plan de la famille, puis qu'on voit en travail social, eux vont dire, bien, nous, on pourrait là, contribuer à atténuer cette portion-là ou peu importe. Donc là, quand on se trouve à être dans un cas qui est un peu plus complexe, si on prend juste là, les comportements et l'apprentissage, le psychoède peut dire, bien, nous, on peut s'occuper de ça. Ou si on prend un jeune qui est plus à l'adolescence, bon, qui a un problème d'apprentissage, de toxico, puis d'orientation, qui ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Donc, on voit rapidement qu'il peut y avoir des cas qui sont beaucoup plus complexes. Donc, à ce moment-là, ben, une équipe, moi j'appelle ça là, des grappes, là, mais en tout cas, une équipe, une grappe multi pourrait à ce moment-là, je vais dire, décortiquer, analyser les choses, puis après ça, ensemble, faire une espèce de portrait d'intervention pour pouvoir amener le jeune et sa famille dans une résolution. Donc, j'avais un beau PowerPoint, mais là, je suis tout en train de vous le dire à l'oral de même, là, mais puis donc, fait que vous voyez à ce moment-là, mais si j'utilise, je vais quand même vous le projeter, là, je vais essayer. Hein. Et, donc, si vous voyez ici, ça serait vraiment avec chaque jeune au cœur du processus. Donc, quand un jeune arrive, le premier élément, la demande de service, l'ouverture de dossier. Ensuite, l'entrée, l'accueil, moi, je vois le devis d'accueil. Donc, à ce moment-là, en parallèle, on peut penser que des équipes, des grappes constituées d'étudiants de différents programmes avec des superviseurs de différentes disciplines peuvent contribuer à cet élément-là pour arriver à faire une évaluation initiale, identifier les problématiques. Et puis ensuite de ça, voir est-ce qu'il s'agit d'une prise en charge disciplinaire, donc pure, par exemple, en adaptation scolaire, ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui est plus complexe, donc on va dans l'interprofessionnel. Et ensuite, bon, on fait la prise en charge, l'intervention en tant que telle, puis ensuite on réévalue. Soit on ferme le dossier, puis l'enfant peut procéder, ou on réentame pour voir est-ce qu'il y a d'autres éléments qui méritent de pouvoir continuer de cheminer. Donc, ça, c'est cet élément-là. Et puis, attendez, là, je suis encore en mode partage.
Je vais donc, après ça, ce que je vous dirais, c'est que, fait que vous voyez qu'il y a là, tout de suite, vous allez dire, ouais, mais là, attends, mettre différents programmes, ça ne marche pas nécessairement si facilement que ça, puis ainsi de suite. Effectivement, quand on voit une espèce de grande matrice dans notre tête, donc tout le monde sera interpellé par ça. Mais donc, ça nous vient en fait, fait qu'il y a évidemment des enjeux logistiques. Ça, c'est clair. Mais si on pense avant d'arriver dans tous les enjeux logistiques ou en parallèle à ça, un des objectifs qu'on a dans cet élément-là, puis c'est comme l'Université de Sherbrooke dans ses avantages U de S, mais ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est vraiment la formation interprofessionnelle qui soit une des compétences qu'on développe, puis qui permettent ensuite, vous comprendrez bien, à nos étudiants, nos étudiantes de mieux œuvrer dans leurs différents domaines en sachant, en connaissant mieux leur place, si on veut, dans le grand écosystème, puis comment pouvoir, après ça, naviguer avec l'aide, le soutien des autres personnes. Fait que là, je vous ai mentionné, par exemple, adaptation scolaire, psychoéducation, orientation, entrée dans l'écrit, on pense enseignement préscolaire, primaire. Je vous ai mentionné travail social, psychologie, puis c'est pas dit que d'autres programmes, départements ne pourraient pas aussi être interpellés. On pense principalement aux personnes, notamment au premier cycle, mais on voit tout de suite certaines personnes au deuxième cycle qui pourraient être impliquées sur le plan de la recherche, puis également au troisième cycle. Fait que la formation interpersonnelle est vraiment au cœur de notre dispositif, je veux dire. Et puis, je ne sais pas si Amélie, tu veux en dire quelques mots, là, je te mets peut-être sur la sellette, là, mais puis je vais essayer d'arrêter mon partage. En même temps, on est là. Avec Fait oui, 3 grandes missions, tu l'as bien nommé, Anne. Offrir des services aux enfants, aux proches, puis vraiment s'insérer en complémentarité avec les partenaires qui sont là autour de l'enfant. Une visite de formation, c'est ce dont tu parlais présentement. Donc, la formation interprofessionnelle. La prémisse de la formation interprofessionnelle, c'est de se dire que si on veut travailler ensemble éventuellement, ben, peut-être qu'on peut reculer puis commencer puis être formés ensemble pour développer d'emblée ces compétences interprofessionnelles-là qui ne vont pas tout le temps de soi. C'est une belle visée, mais il y a toutes sortes d'enjeux. Tu parlais d'enjeux logistiques, on les a quand on veut planifier la formation interprofessionnelle, mais on les a dans les milieux aussi, les enjeux logistiques, mais aussi aller vraiment travailler dans les attitudes, l'ouverture à collaborer, puis comment on travaille ensemble. Puis la formation interprofessionnelle, c'est vraiment on va dire qu'on apprend avec les autres, par les autres, puis à propos des autres. Donc, on vise vraiment un apprentissage qui soit interactif, où chacun peut apporter sa couleur. Puis la troisième mission, tu en as parlé aussi, c'est la recherche, à la fois d'évaluer le processus, mais aussi les services qu'on va offrir pour répondre aux besoins des jeunes puis des familles. Puis dans cette perspective-là, en fait, ça va aussi, quand je dis enrichir l'expérience de formation, dans notre planification stratégique, c'est le premier axe, c'est parmi les choses qui sont les plus importantes. Puis, la formation pratique, pour moi, est vraiment très importante. Puis, il y a quand même certains défis dans nos programmes. On est, je vais dire restreint par plusieurs prescriptions. Donc, le ministère de l'Éducation nous octroie des brevets si et seulement si on fait des stages de ce type à ce moment et ainsi de suite. Pour les ordres professionnels, ben le membership à l'ordre n'est permis que si on suit une certaine prescription. Donc, moi, puis en psycho, puis en travail social, c'est la même chose. Moi, ma visée dans ces cliniques interprofessionnelles-là, ce n'est pas de venir nécessairement, si ça se fait, c'est merveilleux, mais
notamment en enseignement, c'est pas de venir substituer ce qu'on fait déjà en formation pratique avec une activité à la clinique, mais bien de voir à l'intérieur de ce que j'appelle nos cours théoriques, là, ceux qui se déroulent normalement entre nos murs à l'université, comment est-ce qu'on peut peut-être penser à intégrer une portion plus expérientielle dans ces cours-là qui pourraient se dérouler à la clinique pour permettre vraiment une appropriation plus approfondie de certains concepts qu'on voit sur le plan théorique à l'université. Fait que donc, c'est de voir, on parle pas, tu sais, là, moi, je ne demanderai pas à quelqu'un d'aller faire tous ces 3 crédits dans la clinique, absolument avec tout le monde, dans tous les cas, puis ainsi de suite. On parle de voir quelles sont les fenêtres d'opportunité dans quelques activités pour pouvoir permettre une convergence de ces personnes-là dans une activité donnée. Comme je vous disais, on est vraiment au début du processus. Fait que Amélie avait préparé là, une diapo vraiment, moi, que je trouve super sonique, là, mais c'est très, très, très dans les détails, mais qui démontre le processus ADI, qui est vraiment un processus, là, un cadre théorique où on fait l'analyse, le design, le développement, l'implantation, l'évaluation. Et puis, ces éléments-là se trouvent déployés dans le temps. Fait que je ne sais pas si tu veux ajouter, Amélie, quelque chose pendant que j'essaie de vous partager juste cette diapo-là là, qui vous montre la complexité de la chose. D'accord, je vais faire ça pendant que tu trouves la diapo. En fait, c'est une méthode qui est dite de design pédagogique. C'est largement répandu, je pense, assez connu, une méthode assez large, mais qui nous permet d'avoir un processus de développement d'initiatives complexes qui va prendre en compte les différentes sources d'informations, différents facteurs. Donc, la première étape, c'est vraiment une étape d'analyse qui va être à la fois théorique. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'il existe des cliniques? Il y en a inter, il n'y en a pas énormément. De là que l'Université de Sherbrooke serait quand même une pionnière. Puis c'est quoi l'expérience des gens? On va retourner vers les gens dans les cliniques, mais aussi aller retourner vers vous aussi. Quels sont vos besoins? Fait que la période d'analyse qui aurait lieu plutôt au début, en fait, au cours de l'automne, puis qui se poursuit pour éventuellement aller vers le design. Design, c'est les grandes idées qu'on va lancer. Ça va être quoi les grands principes? Ça va être quoi la mission? Puis possiblement en communication avec les partenaires aussi. Ce qu'on veut, c'est être complémentaire. Donc, les CS, les 6 CIUS, selon les régions qu'on va convoquer pour essayer de faire le design, puis éventuellement le développement, on est vraiment dans le concret. Donc, design, évidemment, au courant de l'année, c'est des processus qui ne sont pas linéaires, ce n'est pas des étapes formelles, mais il y a une itération entre ces différentes phases-là. Donc, d'aller jusqu'au projet pilote, on voit là, ce qui est visé, c'est que à la fin de cette année académique, on puisse avoir un premier projet pilote qui soit mis en œuvre à la clinique Pierre H. Ruel. Le projet pilote fait vraiment partie de cette méthodologie-là, parce qu'il va venir nous renseigner aussi. Donc, on est un peu plus loin dans le design, le développement, mais on revient un peu vers l'analyse pour pouvoir se réajuster, puis poursuivre, ainsi de suite. Donc, un autre projet pilote éventuellement qui va être mis en place à la clinique de Longueuil. Puis, vous voyez que dans les différentes étapes, on inclut l'analyse, aller sur le terrain, aller voir comment ça fonctionne maintenant, redonner la parole aussi aux gens qui sont déjà impliqués. Puis, avoir une période d'évaluation suite au début des différentes activités. Donc ça, on prévoit ça autour de 2025-2026. L'évaluation, ça va être important que ce soit une évaluation. Des fois, on va parler de type développemental là, qui va permettre des allers-retours entre le processus. C'est pas vrai qu'on va juste évaluer en 2027 ou en 2028, puis après ça, s'orienter, mais avoir une méthodologie qui permette de se réorienter suite aux différentes analyses. Puis ça, on est en 2025-2026. Ce qui est souhaité, en fait, c'est qu'à l'issue, en 2027-2028, on soit dans les activités un peu plus régulières de la clinique.
puis que la programmation de recherche a été bien établie avec les différents partenaires, puis qu'on puisse être dans des activités plus régulières. Donc, c'est un peu l'horizon de temps qui est prévu. Donc, ça vous donne une idée. Moi, j'apprécie le travail d'Amélie dans ce dossier-là parce que vous voyez que c'est quelque chose qui se déploie, tu sais, là, sur un temps qui est plus long pour pouvoir vraiment permettre, tu sais, là, que chaque personne, tu sais, qu'on trouve un moyen aussi de bien arrimer. On veut répondre aux besoins du citoyen, on va dire ça comme ça, mais la première chose, c'est vraiment aussi la formation de nos étudiants, puis la nécessaire recherche pour pouvoir documenter les éléments, puis être certain qu'on ne prend pas, qu'on ne fait pas fausse route, je dirais. Donc, voilà. Je ne sais pas, attendez, là, je suis vraiment pas habile avec mes différents écrans, mais tout est dans ma tête. Donc, fait que vous pouvez me poser des questions, j'ai pas de problème avec ça. Fait que je pense qu'on a quand même fait un bon premier tour d'horizon, si on pourrait dire. C'est sûr que, tu sais, là, parmi les retombées qu'on anticipe, ben, tu sais, là, vous me voyez venir, c'est sûr que on a des retombées sur le plan des activités de formation, un enrichissement vraiment. Tu sais, là, possiblement aussi, c'est sûr qu'auprès des jeunes, ben, on veut faire en sorte que les enfants et leurs familles puissent cheminer au mieux, essayer de diminuer l'écart entre, puis de, tu sais, Annick, pour elle, ce qui est important, c'est, ou ce qu'elle met de l'avant souvent, c'est s'il y a une prise en charge plus tôt quand un problème se présente, ben, à ce moment-là, on laisse l'enfant ou l'adolescent moins longtemps en souffrance, on va dire ça comme ça. Fait que donc, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure proximité et puis de répondre à ces besoins-là. Donc, puis évidemment, tu sais, là, quand on va arriver à faire ça, ben moi, je pense que pour nos personnes étudiantes, ça aussi, ça va vraiment leur permettre de voir qu'est-ce que leurs collègues des autres professions font, tu sais, puis où se trouve la limite, puis l'intersection, tu sais, le potentiel des différentes actions pour pouvoir, après ça, vraiment valoriser aussi le travail des uns et des autres dans ce processus-là. Fait que voilà, je pourrais en parler tu sais, là, pendant plusieurs heures, mais je pense que si, Amélie, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, puis ensuite on pourrait passer à vos questions, vos idées. Puis c'est certain qu'après ce moment-ci aussi, on va continuer à avancer avec un comité de personnes qui seraient intéressées à réfléchir avec nous pour pouvoir, après ça, là, vous ramener d'autres idées puis voir évoluer les choses. Donc, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Maya, vas-y. Oui, bonjour. Merci Anne pour cette belle présentation. Ça me semble tout à fait pertinent et faisable parce qu'on pense toujours à la faisabilité, est-ce qu'on a encore de moyens, de l'énergie, etc. J'aimerais dire qu'il me fait plaisir de participer à ce projet parce que la recherche confirme comment les arts peuvent déclencher des potentialités chez des enfants, des jeunes qui ne vont pas très bien dans d'autres matières ou qui ont je sais pas, des difficultés dans la sociabilité ou dans leur apprentissage, dans d'autres matières, etc. Et il ne s'agit pas ici de faire de l'art-thérapie. Nous, on n'est pas des thérapeutes. Ce n'est pas notre métier. L'art-thérapie marche bien, mais ce n'est pas notre champ de recherche. Mais juste introduire l'art, c'est comme un clin d'œil, introduire l'art dans ce projet comme un dispositif qui pourrait aider et puis faciliter ce développement des compétences chez les jeunes. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vois vraiment un intérêt de collaboration. Merci Maya. Marilou?
Oui, super beau projet. Enfin, quelque chose de porteur, je trouve, en éducation, là, parce qu'on voit souvent des initiatives voir le jour en santé particulièrement, là. Je trouve que l'idée est très, très intéressante. Il y aurait certainement des liens à faire avec l'incubateur d'innovation pédagogique dans la démarche d'expérience qu'on a aussi par rapport à votre échéancier, par exemple. Là, vous parlez de la méthode ADI pour mettre ça en œuvre. Un point, moi, qui me venait en tête, en fait, parce que, évidemment, moi, je suis de l'enseignement supérieur. Donc là, j'entends que les bénéficiaires, essentiellement, ce sont les élèves du primaire secondaire, mais je pense que les étudiants du collégial et de l'université sont aussi demandeurs et un peu absents dans la sphère de nos discussions, de nos réflexions à la faculté, mais en général, ce n'est pas un reproche ou rien. Mais je pense qu'on devrait pouvoir les inclure aussi, autant comme contributeurs de cette clinique-là, mais comme bénéficiaires aussi. Et je pense à un projet qu'on a actuellement dans l'incubateur, qui est un projet interfacultaire avec Psycho, entre autres, ou le projet de mentorat entre étudiants universitaires et élèves du primaire à haut potentiel. Donc, on est en train de développer aussi un beau partenariat avec une école en particulier à Sherbrooke. C'est un projet qui va lever dans les prochaines années, qui suscite beaucoup d'intérêt et sur lequel on amène aussi différentes expertises. On essaie d'impliquer les étudiants autant comme contributeurs, oui, comme mentors auprès des élèves, mais aussi sur le projet parce qu'ils arrivent, on a des étudiants de tous les domaines, toutes les disciplines. Ça fait que je vois bien un transfert, en fait, de façon de faire, ou en tout cas, c'est un projet qui pourrait même s'insérer dans la clinique éventuellement. Il répond, je pense, à plusieurs des idées ou de la mission que vous avez, là. Ça me ferait plaisir, donc, de partager nos expériences ou de contribuer à ce comité-là aussi, là. Mais je vois beaucoup, beaucoup de liens, surtout pour le campus de Longueuil aussi, où il y a déjà des choses qui se font aussi en psycho, mais c'est dommage, c'est juste psycho. Donc là, ce serait bien de pouvoir effectivement faire des liens plus serrés avec d'autres disciplines qu'on a moins l'occasion de vivre, là. Merci beaucoup, Marie-Lou. C'est des bonnes idées. Là, pour l'instant, c'est sûr que les étudiants le collégial puis l'université, on y pense aussi, mais là, on partait vraiment avec l'enfant, l'adolescent, parce que déjà, je trouve ça fort ambitieux, là, puis après ça, on pourra voir comment, effectivement, on peut avoir des retombées. Maxime? Oui, je vais reprendre certains trucs qui ont été dits. Je vais ajouter quelques petits éléments, mais d'abord, félicitations pour l'idée, l'initiative. J'aime beaucoup le fait qu'on pense à une mission, à une vision avant de considérer les enjeux et les problèmes techniques là, qui vont être nombreux à coordonner le tout, mais d'avoir une vision qui est porteuse, mais je trouve que c'est excessivement inspirant. J'aime beaucoup aussi les concepts d'originalité puis le fait d'être des pionniers dans ça. Moi, ça me fait des petits frissons agréables. Je suis impliqué, moi, depuis quand même plusieurs années. J'ai été impliqué là, à la mise en place de la clinique PRH Ruel comme étudiant au bac. Je participe là, comme personne superviseure et formatrice là, depuis un moment déjà. Là, donc, je suis absolument vendu au potentiel d'apprentissage, à la fois pour les gens qui reçoivent, puis je vais revenir à vos 3 missions, là, mais à la fois pour les gens qui bénéficient du service, que les gens qui participent à son fonctionnement, à sa coordination, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est particulièrement riche. Et pour être depuis là, des décennies dans le milieu, le concept de collaboration, on lit, c'est documenté, on le sait, mais ce n'est pas parce que les opportunités existent que ces collaborations-là prennent jour. Elles sont actuellement quasi exclusivement liées à des initiatives personnelles. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Je pense qu'on gagnerait là, effectivement à le systématiser dans notre formation, puis on réduirait grandement nos angles morts respectifs là, de personnes intervenantes. Donc, bien que je sois un satellite dans le personnel universitaire, j'aurais beaucoup d'idées et d'intérêt à m'impliquer dans cette démarche-là s'il y a de l'espace. Voilà. Bien, merci beaucoup, Maxime, parce que c'est sûr que d'avoir toutes les parties prenantes, hein, parce que là, on peut penser, moi, comme doyenne, je pense à certaines affaires, des profs vont penser à d'autres choses, les superviseurs vont penser autrement, là, donc, puis les personnes coordonnatrices de programme ou peu importe, eux autres vont avoir une toute autre lecture de l'environnement, fait qu'effectivement, on va inclure différentes personnes pour pouvoir avoir le moins d'angles morts possible. Merci beaucoup, Maxime, pour ton intervention. Patricia?
Oui, en fait, ben merci d'abord. Je trouve ça vraiment très stimulant comme projet. Puis c'est sûr que du lieu de la clinique d'orientation, on voit beaucoup de liens avec les autres cliniques potentielles par rapport à ça. Là, c'est l'enfant qui est la porte d'entrée. Je me disais peut-être aussi que l'adulte peut être la porte d'entrée, dans le fond. Je me disais peut-être qu'on pourrait avoir le même schéma que celui que tu as présenté, mais avec une porte d'entrée où là, c'est le parent qui viendrait consulter en orientation, par exemple. Je vais prendre l'exemple que je connais, puis qui réalise qu'un des enjeux dans son maintien au travail ou dans une satisfaction, c'est toutes les difficultés vécues par ses enfants, ses adolescents. Donc là, ça pourrait peut-être être la porte d'entrée adulte, mais après, ouvrir sur celle des enfants ou le fait d'être dépassé dans sa situation de parent et tout ça. Donc, je me dis peut-être qu'on a des schémas à faire justement parce qu'on est dans l'interprofessionnel. On pourrait avoir différentes entrées aussi. Physiquement, on peut rentrer à la même place, mais qui est le porteur de la demande initiale? Je pense qu'on pourrait peut-être imaginer différents scénarios par rapport à ça. En tout cas, ça m'apparaît intéressant. Puis Maya, sur les projets collectifs en or, j'ai quelques idées aussi pour réfléchir à leur aspect orientant. Donc, c'est ça, on pourra en reparler. Puis moi, c'est sûr, c'est un projet qui m'intéresse aussi, là. Merci, Patricia. Puis juste pour vous faire un clin d'œil, on a eu une journée, une activité porte ouverte. Je pense que c'est Mathieu et le département d'adaptation scolaire et sociale qui a initié une activité de porte ouverte à la clinique PRH Ruel au printemps. Puis TD, puisque les employés de TD avaient eu vent que TD investissait beaucoup dans ce projet-là, on a eu, en tout cas, à peu près une dizaine de personnes de TD qui sont venues aux portes ouvertes à ce moment-là. Puis là, quand je leur ai parlé, tu sais, d'une potentielle entrée parents, adultes ou peu importe, là, ils ont tous levé la main puis ils ont dit moi, tu sais, là, je veux venir. Tu sais, là, il y a plusieurs façons dont je pourrais, tu sais, là, bénéficier de ça, puis ainsi de suite. Fait que les adultes présents étaient vraiment très, très, très intéressés. Donc, ça, tu sais, j'ai été, je dois dire, quand même assez étonnée de voir tu sais, là, l'ampleur de la réaction positive, on va dire ça comme ça. Et puis, ça m'a franchement réconfortée dans mon idée, tu sais, là, que encore, si on travaille en systémie, là, tu sais, là, je veux dire, on ne peut pas avoir l'enfant tout seul dans son créneau, là, tu sais, là, il faut vraiment regarder tout ce qui se passe autour, tu sais, puis même éventuellement, tu sais, si on rêve vraiment bien, là, tu sais, on pourrait aussi voir, tu sais, là, comment on aurait des enseignants qui viendraient aussi faire, tu sais, là, participer à ces activités-là, de telle sorte à voir, tu sais, là, un peu comment on peut davantage travailler en collaboration. Maxime a raison, tu sais, là, que la collaboration, tout le monde, on ne peut pas être contre la vertu, tout le monde veut, mais dans les vrais faits, ça prend du temps, ça prend de l'ouverture, ça prend des conditions. Puis même si les gens veulent, il n'y a rien que 24 heures dans une journée, puis souvent les gens se sentent limités. Mais moi, je me dis, si on ouvre certaines petites portes, puis qu'on facilite, qu'on trouve des conditions gagnantes pour ça, ben ça peut être vraiment un bon moteur pour différentes personnes. Mathieu? Oui, merci Anne. Effectivement, l'idée des portes ouvertes au printemps dernier, c'était l'idée d'inviter les collègues à venir visiter la clinique parce que Maxime l'a noté tantôt, il va y avoir une importante collaboration dans l'idée du projet de clinique interfacultaire. Mais comment on ne peut pas partir de zéro? Puis l'idée de départ, c'était comment on peut commencer à collaborer? C'est d'inviter les collègues à être présents dans la clinique, puis petit à petit, il y a une collaboration qui va s'installer, puis quand le projet pilote va démarrer, on ne partira pas de rien. Donc, ça a été quand même un beau succès cette journée-là parce que justement, les gens de TD étaient présents. Plusieurs programmes sont venus voir la clinique. Puis je salue les collègues du bac d'adaptation scolaire et sociale là, qui sont ouverts à l'idée d'accueillir
les gens de la faculté, les autres programmes, voire même aussi les programmes du côté de la Flèche, à investiguer les locaux qui sont fort intéressants pour des activités de formation pratique. Donc, l'invitation est encore là. Si vous voulez venir visiter la clinique, on peut s'arranger. Il y a des gens sur place. Donc, venez voir qu'il est possible de faire des activités là-bas, puis qui va pouvoir donner lieu tranquillement à une synergie qui va mettre la table pour la clinique à très court terme. Merci Mathieu. Puis effectivement, tu sais, là, je veux dire, il n'y a rien de ça qui serait possible sans l'ouverture qu'on a obtenue là, du département d'adaptation scolaire et sociale par rapport à cette clinique-là. Et puis, tu sais, si vous êtes tous ici, ben, tu sais, là, ça démontre aussi quand même un certain intérêt, je crois, à faire mieux ensemble. Tu sais, là, puis moi, je reviens toujours au fait que c'est au service, tu sais, là, de nos enfants collectivement, puis des adultes qui gravitent autour d'eux, puis qui veulent eux-mêmes aussi faire le mieux possible. Je passerai la parole à Jean-Claude. Vas-y, Jean-Claude. Ouvre ton micro en premier, par contre. OK. Je pense qu'on m'entend. Merci. Merci Anne. L'intérêt, évidemment, l'intérêt est là parce que on sort de sabbatique pour venir écouter ça. C'est parce qu'il y a un grand intérêt. Merci surtout pour la mise au point sur les différents éléments et les étapes que j'entends, mais je pense aussi aux questions qui vont m'être posées par des gens avec qui je discute. Si j'ai bien compris, il y a l'étape de déploiement à Longueuil qui arrive rapidement, si j'ai bien pris l'information. La question, c'est, on a des organismes déjà dans la communauté qui travaillent dans des champs connexes et qui peuvent être intéressés. Est-ce que ce serait le moment de leur dire, de leur donner quelques dates de rencontre, des choses comme ça, ou les inciter à venir ajouter des idées sur des idées? Merci. Oui, mais je pense effectivement, tu sais, là, parce que, puis ce que je disais en termes là, on a mis, tu sais, là, Amélie a présenté tout à l'heure ce qu'on pense pouvoir peut-être être le déploiement, en pensant que Sherbrooke, vu que c'est plus proximal à toute l'activité de premier cycle, peut-être que c'est un des premiers lieux à investir, mais il n'y a rien de réellement avancé par rapport à l'échéancier, en ce sens que c'est sûr que Longueuil, puisque c'est le lieu qui appartient à psychologie en ce moment, moi, je laisse Annick avancer davantage avec ce dossier-là. Mais quand même, pour répondre à ta question, moi, je pense que d'allumer, tu sais, de rendre d'éveiller la conscience, je veux dire ça, des gens, des partenaires, notamment par rapport à ces développements-là, ben, je pense qu'on peut commencer à semer les graines là, tu sais, là, pour pouvoir, après ça, voir se développer, voir fleurir là, toutes les collaborations. Et puis, nous, on pense aussi que Granby, tu sais, là, bien qu'on n'a pas de lieu physique en ce moment qui est nécessairement identifié pour ce type d'activité, on voit un réel engouement de tous les partenaires, là. Puis, pour votre gouverne, l'Université de Sherbrooke déploie un chargé de projet à Granby pour pouvoir tenter d'articuler toutes les différentes actions qui peuvent être mises de l'avant par l'institution grand complet. Donc, les cliniques interfacultaires sont une partie de ces initiatives-là, mais donc on a quelqu'un à Granby qui veille à nos intérêts institutionnels, là, puis donc on ne sait pas exactement, tu sais, là, encore, ça va être quoi le momentum pour chacun des lieux. Mais, tu sais, là, on va avancer dans tous ces projets-là. Puis, tu sais, la semaine prochaine, dans ma parade, là, je pense que c'est la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, moi, je rencontre encore le futur très grand donateur pour ce projet-là. Tu sais, on parle de millions de dollars, là, tu sais, là, donc c'est vraiment quelque chose qui va être, en tout cas, on espère, si je fais bien mes devoirs, on devrait être financé tu sais, là, avec beaucoup de dollars. Donc, ça, pour moi, ben, je trouve que c'est vraiment
très important. Puis juste aussi pour votre gouverne, tu sais, là, on va également faire des demandes de subventions pour de l'infrastructure de recherche. Donc, le vice-recteur Perrault est très intéressé à nous aider pour voir comment on peut faire une demande d'infrastructure pour ces cliniques-là pour favoriser la recherche parce que c'est important quand même de pouvoir, parce que tu sais, les chercheurs vont pouvoir avoir chacun potentiellement leur projet, mais on aimerait aussi avoir une infrastructure qui permet de rallier certains fils. Puis de donner un élan à ce projet-là. On va faire une demande éthique, on va procéder comme ça là, pour pouvoir vraiment établir certaines bases sur lesquelles ensuite le collectif pourra tabler pour aller de l'avant avec toute cette structure-là. Fait que vous voyez, c'est quand même assez complexe, puis on n'est pas rendu dans, on fit une activité de 3e année de collaboration en ADAP avec une activité d'intervention en psycho-web, 2e année, 3e session. Tu sais, là, tu sais, là, c'est vraiment, on n'est pas encore là. Mais de vous voir nombreux à l'écran, ben moi, je trouve ça très intéressant parce que ça me dit qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes à y réfléchir. Moi, tu sais, là, ça me cause beaucoup d'ébullition, tu sais, là, parce que je trouve ce projet-là vraiment particulièrement porteur. Puis quand on sait qu'on a des donateurs qui voient aussi ça sous un bon œil, ben, on se dit on n'est pas les seuls. Puis, tu sais, on ne fait pas ça individuellement, chacun pour notre santé. On fait ça vraiment dans une visée d'améliorer le développement vraiment de nos enfants, de nos adolescents et potentiellement de leurs parents. Donc, je trouve que c'est une visée très louable. Donc, fait que je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Stéphanie. Oui, bonjour. Ben, en fait, je reviens un peu sur les voies intéressantes, potentielles à envisager. Puis, on a parlé de Granby en même temps, donc ça m'a fait penser à la chaire de recherche en littératie qui est menée par Olivier Desutter. Donc, je pense que la voie de la littératie primaire, secondaire, mais bon, éventuellement, on a parlé aussi du collégial ou du supérieur de manière générale, pourrait être une voie intéressante puis qui permettrait en même temps de relier autant le milieu scolaire que familial et professionnel si on pense aux étudiants du secondaire. C'est une très bonne intervention, Stéphanie. C'est clair que la littératie a vraiment beaucoup à voir. Tu sais, là, puis si on pense à la littératie des parents aussi, tu sais, là, il y a tout cet aspect-là. Puis, je pense dans les discussions que j'ai eues avec Olivier à cet égard-là, puis Julie Mire aussi par ailleurs, tu sais, eux autres sont aussi très préoccupés. Oui, on se préoccupe, mettons, on pense à 3 lieux urbains, tu sais, là, accessible, on va dire ça comme ça, mais dans ce défi-là de littératie, bien, il y a aussi, quand tu sais, je pense surtout là, aux jeunes enfants, il y a aussi beaucoup à faire dans les zones rurales où les gens sont isolés. Si on pense aux populations autochtones, c'est un peu la même chose. On est décentré, tu sais, là, mais il y a tout autant de besoins. Donc, est-ce qu'on aura, après la clinique mobile de Pierre-H-Ruel, est-ce qu'on aura une clinique mobile inter, tu sais, là, qui pourra se rendre à, tu sais, là, ça, c'est dans mes rêves, là, mais, fait que vous voyez, tu sais, moi, ça va, on a beaucoup de potentiel dans ces cliniques-là. Puis, je pense que ça va être quand on va arriver à pouvoir avoir différentes personnes qui, tu sais, là, nous alimentent avec certaines idées qu'on va pouvoir voir la faisabilité des choses. Donc, c'est clair que ce que tu apportes, c'est vraiment là, un des éléments principaux à Granby, en fait, c'est justement cette chaire-là qui vient déjà relier beaucoup de partenaires. Fait que je pense que ça l'amènerait, ben, ça donnerait le soutien en recherche, puis ça l'amènerait aussi beaucoup sur le plan de l'intervention là, à ce niveau-là. Fait que c'est clair que ça fait partie de nos réflexions à Granby. Amélie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais en fait, quand on parlait des analyses, c'est un des aspects, hein.
qui on va rencontrer, qui on va accueillir. On a certains critères en tête. On parlait de besoins plus complexes, d'être complémentaires aussi, donc d'aller voir les partenaires, les gens sur le milieu. Vous avez nommé des partenaires des organismes dans la région de Longueuil, puis il y aura toute une phase, mais aussi se soucier des expertises qu'on a à l'interne. On veut offrir le meilleur service possible, faire de la recherche pour peut-être faire rayonner par la suite. Donc, c'est quoi nos forces à l'Université de Sherbrooke pour alimenter la formation, mais alimenter les services qui vont être offerts. Puis du côté de la formation, tu en as parlé, c'est pas nécessairement le moment où on va dire, ben ça va être cette activité-là en 3e année dans tel programme ou département. En même temps, l'idée aussi, c'était de lancer, de le partager avec vous, puis que ça puisse continuer à cheminer. Pour vous, il y a des formations interprofessionnelles qui sont complexes sur plusieurs semaines, mais il y a des activités interprofessionnelles qui peuvent tout autant riches, qui peuvent s'intégrer à l'intérieur d'un cours. Donc, de commencer à en parler entre vous, de contacter des collègues, de commencer à avoir des idées, puis de nous nourrir avec ces idées-là, même si ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit, ben voici où on l'intégrerait. Mais sachez qu'il y a un continuum, puis que ça peut aller du plus simple au plus complexe, puis qu'on explore ça ensemble. Ça peut juste être riche. Merci beaucoup, Amélie. Pascal? Oui, simplement parce que je ne suis pas encore au courant, puis j'en ai pas parlé à ma collègue Julie Lane, pourtant que j'ai vu hier, mais je me demandais s'il y avait déjà des démarches qui avaient été entamées pour les liens avec le Centre RBC d'expertise en santé mentale et d'éventuelles contributions plus importantes, en fait, avec la clinique interfacultaire. Donc, je ne veux pas te mettre sur la sellette, Julie. Je me demandais s'il y avait des choses qui avaient déjà été pensées ou si c'était à venir, parce que je pense là, on a quand même il y a ici une opportunité là, qui est, je pense, incomparable par rapport à d'autres sites, d'autres universités pour ces liens-là aussi avec tout ce qui se fait au Centre RBC. Là, je sais qu'il y a énormément de choses dans les milieux scolaires, formation et tout ça, mais je verrais bien aussi des implications plus précises, là, sans ajouter de tâches à notre chère Julie, qui en a déjà beaucoup. C'était juste ça mon intervention. Merci. J'étais pour dire, c'est sûr que Julie a été une des premières personnes à qui j'ai demandé conseil par rapport à l'élaboration de ces cliniques-là. Mais c'est ça, comme tu le nommes, Pascal, Julie a un éventail d'activités professionnelles déjà très grand. Alors, je ne vais pas alourdir sa tâche, mais c'est certain que dans les discussions, il faut voir quelles sont les intersections, quels sont les possibles. Puis on considère le Centre RBC, c'est une autre entité, on va dire ça comme ça, mais là, à part la clinique d'orientation de PsychoWeb, donc il y a plusieurs expertises. Amélie l'a nommé, on veut aller chercher aussi les différentes expertises. On veut laisser de la place aux gens pour qu'eux-mêmes puissent choisir la nature de leur engagement dans ce projet-là. Puis, tu sais, c'est tous les formateurs, tu sais, là, qui voient, ben, tu sais, là, j'ai une idée, on pourrait peut-être faire ça comme ça, ben, c'est de le mentionner, tu sais, là, pour que, éventuellement, après ça, on arrive à avoir ces zones-là de convergence entre les différentes structures, puis entre les différents cours, puis les différents projets, puis les différents projets de recherche. Tu sais, Stéphanie a amené l'aspect de la chaire d'Olivier, mais c'est sûr que, tu sais, là, il y a toutes sortes d'activités en ce sens. Ça pourra générer des lieux aussi de recherche potentiels pour nos professeurs-chercheurs. Fait que c'est ça qu'il faut trouver les intersections, puis comme le disait Maxime, la collaboration, ça coule pas de source, donc il faut y mettre du sien, mais si on crée, nous, un terrain fertile pour cette collaboration-là, bien, à ce moment-là, cette ouverture-là, je pense, pourrait être porteuse pour les formateurs qui veulent s'y investir, les superviseurs, et ainsi de suite. Puis ensuite de ça, bien, évidemment, pour nos personnes étudiantes et les élèves en bout de ligne. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir été là, puis de votre ouverture. Puis s'il y en a effectivement qui veulent contribuer, là, j'ai mis le nom de Patricia puis de Maxime, peut-être pour notre comité. Maya, si tu veux,
Marie-Lou. Donc, vraiment, les personnes qui voudraient participer, ben, vous pouvez nous faire signe, me faire signe. Puis, normalement aussi, moi, je mène ça avec Amélie et notre personne en philanthropie qui, en ce moment, est Sarah Lefebvre. Donc, on continue d'aller de l'avant, puis on va vous garder informés. Je donne peut-être un petit mot de la fin à Martin. Oui, merci Anne. En tout cas, je souhaitais puis je suis ravi de voir qu'il y a autant de personnes présentes ce midi. Il fait beau en plus, là, mais en tout cas, merci d'être là en si grand nombre parce que je souhaitais lever mon chapeau à Anne dans ce dossier-là parce qu'aller chercher des millions de dollars, là, puis dans un temps court, c'est vraiment pas évident. Ça demande des heures, des heures, des heures et un vrai sentiment de conviction puis d'incarner cette demande-là pour que les donateurs embarquent dans un monde qui n'est pas naturellement, je dirais, scolaire ou en éducation. C'est des donateurs là, qui ont l'habitude de donner ailleurs, mais là, en tout cas, Anne, elle y va à temps plein là-dedans pour nous aider. En tout cas, c'est vraiment très apprécié, Anne. Puis ça va être des expériences de formation, autant plus formelles, peut-être dans des cours, peut-être informelles, c'est peut-être des lieux d'emploi étudiants pour nous. En tout cas, il y a un potentiel là extraordinaire, puis je pense qu'on va le voir de notre vivant en plus. J'ai vraiment, ben merci Martin. C'est sûr que pour moi, je vous l'ai dit, je pourrais en parler pendant des heures parce que j'y crois tellement. Là, je me dis, on serait les pionniers. Puis en plus, moi, je reviens tout le temps aux enfants, là, puis en tout cas, aux adultes de la TD. Moi, comme parent, je veux de l'aide, je veux avoir. Donc, ça a une résonance énorme. Puis si les gens sont prêts à donner des millions, ben c'est parce qu'eux autres aussi voient tout le potentiel. Fait que bien que ça soit des fois difficile à articuler dans une réunion avec un donateur d'une courte durée, là, ils comprennent, mon enthousiasme pour le projet, puis deux, les réelles retombées, puis la faisabilité des choses. Moi, je pense que c'est faisable, j'y crois vraiment fondamentalement, puis je me dis, s'il faut, on va jouer avec tous les horaires, on va faire des bris horaires, on va faire différentes façons pour pouvoir arriver à résoudre ça. On va exploiter la période d'été, on va faire différentes choses, mais il y a moyen d'y arriver. Fait que donc, ben, je vous remercie tout le monde d'avoir été là, puis signifiez-moi votre intérêt si vous voulez être impliqué de plus proche dans ce projet-là. Merci beaucoup.